Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut tout le monde! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et oui, mon petit cadeau pour vous, c'est de vous avoir préparé un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés sans modération et n'ont aucune date de péremption. Vous savez, un petit peu comme les nombreux chocolats de Noël qui restent après les fêtes. Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode. Ici votre Madame Fauché nationale. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de choses que j'entendais sur l'argent autour de moi et ce que j'entends encore plus maintenant que j'ai un podcast sur l'argent. Donc je suis amenée à parler d'argent avec des personnes de mon entourage, sur internet aussi. Et voilà, j'entends des choses qui sont pour moi des idées reçues. Il y a aussi autre chose, c'est que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, je me suis rendu compte que tout ce que moi, je croyais sur l'argent et tout ce que mon entourage m'avait enseigné, entre guillemets, consciemment et inconsciemment sur l'argent, était parfois un petit peu faux. Voilà, c'est tout. Et je pense que ce sont des idées reçues, bien souvent, qui nous empêchent justement d'avoir l'argent que l'on mérite, assez d'argent pour pouvoir atteindre nos ambitions, pour pouvoir mettre en place nos rêves. Et il y a autre chose que j'ai pu remarquer de très important et qui pour moi fait toute la différence. J'ai trouvé que entre les personnes qui ont vraiment de l'argent et les autres personnes qui sont plus dans une classe sociale moyenne, il y avait vraiment une différence au niveau de la vision de l'argent, de ce qu'on pensait sur l'argent, de notre opinion sur l'argent. Et croyez-moi, ça peut changer les choses. Alors, je vous ai réuni 10 idées reçues que j'entends le plus et qui pour moi font le plus de mal dans notre situation financière. Parce qu'une idée reçue, c'est une croyance. Une croyance qui est limitante parce qu'elle nous empêche d'avancer dans le bon sens. Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans l'épisode du jour. C'est parti. Première chose que j'entends, c'est qu'il n'y a que les riches qui deviennent riches et que quand on est dans une classe moyenne, il est quasiment impossible de gagner plus d'argent et d'avoir une meilleure situation financière. Vous avez des personnes qui ont des très bons salaires, mais qui pour autant ont toujours un petit peu de mal à la fin du mois. Tout ça, ça s'explique par une chose qui est très simple, c'est que du moment qu'on augmente notre situation financière, nos revenus, on va augmenter notre niveau de vie. Donc dès qu'on va passer un palier en termes de revenus, on va se dire « Ah bah tiens, maintenant je peux acheter ci, je peux acheter ça ». Et ça en fait, c'est dans un sens défini par nous, parce que nous on va se dire « Ah tiens, c'est de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi ». Et donc, ce qu'il se passe parfois, c'est que ce sont de nouvelles capacités d'endettement et on finit par avoir plus de dettes, plus de responsabilités financières, plus de stress et notre niveau de bonheur n'augmente absolument pas. Et du coup, on reste un petit peu dans la même situation où en fait on finit la fin du mois avec toujours aussi peu dans notre compte en banque, même si par exemple, oui, on a une meilleure voiture, on a, de meilleurs habits, on est mieux habillé, on est plus souvent chez le coiffeur, je sais pas, je vous donne des exemples comme ça. Mais en soi, on n'est pas plus en sécurité financière, on n'a pas plus la possibilité de mettre en place nos projets. Dans un autre sens, les personnes qui ont une mentalité un petit peu plus riche avec l'argent, ils vont se dire, là je gagne plus d'argent, donc je vais mettre plus de côté pour pouvoir mettre en place mes projets. Et ces projets-là vous permettent de monter d'un palier financièrement. En fait, c'est d'investir ce que l'on gagne plus pour
notre situation financière. Ça renvoie un petit peu à ce dont on avait parlé pendant l'épisode 6 où je vous parle des enseignements de Su Yun Lee pour attirer la richesse. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait les vrais riches et les faux riches. Et les faux riches étaient des personnes qui, dès qu'ils gagnaient de l'argent, ils achetaient, c'était un petit peu pour le paraître, pour montrer qu'ils avaient de l'argent. Alors que les vrais riches, eux, dès qu'ils avaient de l'argent, ils le gardaient et ils l'investissaient dans d'autres projets ou dans tous les cas, ils ne se mettaient pas plus de pression financièrement. Là, ce qu'on fait actuellement, quand on est dans la classe moyenne, c'est que voilà, c'est un petit peu la société autour de nous qui nous pousse aussi à dépenser plus le temps avance, parce que plus le temps avance, plus on est censé gagner plus quand même, parce que notre carrière évolue, etc. Et à un moment, on va nous dire maintenant, est-ce que tu vas te prendre une maison? Est-ce que vous allez vous prendre une maison dès que t'es en couple? Maintenant, vous allez faire un enfant. Maintenant, vous allez faire ci, ça. Je dis pas que c'est pas des choses à faire, hein, parce que moi, mon rêve, vous savez, dans 4-5 ans, c'est de m'acheter une maison. Donc voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on augmente notre niveau de revenu, on augmente notre niveau de vie, donc on dépense plus, et à la fin du mois, on est toujours à zéro. Bien sûr, on est peut-être un petit peu mieux, mais on se dit que ce sont des engagements qu'on prend, donc on a plus de pression. Le jour où on perd notre travail, on a plus d'argent à sortir tous les mois et peut-être que là, à ce moment-là, on ne pourra pas les assumer. Donc si on revient au sens propre de cette idée reçue où je vous ai dit qu'il n'y a que les riches qui deviennent riches et que quand on vient d'une situation financière qui est plus moyenne voire basse, il est impossible pour nous de monter d'un cran. Alors bien sûr, ça sera beaucoup plus compliqué quand on n'a rien au départ ou voire peu, mais ça sera un effort plus important de mettre de côté ce que l'on gagne pour pouvoir monter de niveau. Et en fait, si on essaie de voir les choses un petit peu différemment, alors écoutez-moi bien sur celui-là. Quand on part de rien, on a beaucoup plus la niaque d'y arriver. Vous savez, les personnes qui sont nées dans une famille qui a beaucoup d'argent, ils ont un petit peu ce désavantage en fait qu'ils doivent atteindre les mêmes sommets que leurs parents et parfois ils n'ont pas vraiment le choix de rentrer dans le moule que leurs parents ont créé. Ils doivent reprendre l'affaire familiale et ils n'ont pas vraiment ce choix-là en fait. Ils ont cette exigence de leur entourage de minimum entre guillemets qui est du coup très élevé. Nous, au contraire, en fait on a des possibilités qui pour moi sont illimitées. Dans notre tête, c'est bien souvent qu'on veut faire au minimum aussi bien que nos parents. Et moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, je veux faire au minimum ce que fait mon père, en fait. Mais si on veut atteindre des plus gros sommets, en fait, nous, on a beaucoup moins à perdre parce que si on n'atteint pas ces sommets, on sera toujours beaucoup plus haut et on aura beaucoup plus la niaque parce qu'il nous faut beaucoup plus d'efforts et d'énergie pour y arriver. Alors pour moi, oui, c'est possible de pouvoir changer notre situation financière. La seule question qu'on a à se poser, c'est comment et qu'est-ce qu'on veut faire parce qu'on a des choix multiples devant nous. Ok, deuxième idée reçue, ça va être une idée reçue de tout ce qu'on entend sur les personnes riches. On dit que les personnes riches, les personnes qui ont de l'argent, sont de mauvaises personnes. On considère, quand on pense ces choses-là, que les riches ont extorqué l'argent aux autres, qu'ils ont hérité de la fortune de leurs parents, qu'ils sont radins, qu'ils ne méritent pas en fait leur argent. Et en France, on n'assimile pas du tout la richesse avec le travail, l'effort, le mérite. Quand on regarde les sondages, donc là je vais vous parler d'un sondage qui a été fait en 2015, donc il date un petit peu mais je pense qu'il est toujours aussi intéressant. C'est un sondage fait par Ipsos qui dit que 78% des Français estiment qu'être riche c'est mal. Donc bon, comment on peut devenir riche quand on pense qu'une personne riche c'est une personne mauvaise, voilà. Et quand on regarde notre histoire, on comprend pourquoi. Souvenez-vous, en 1789, enfin bon, je ne pense pas que vous y étiez, mais si vous y étiez, vous êtes sacrément en forme. Mais à ce moment-là, on a eu la Révolution française où les sans-culottes, donc le peuple, a mis fin au règne tyrannique du roi, de la noblesse et du clergé, donc des plus riches. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis les bases de notre nouvelle société qui était sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, à la suite de cette révolution quand même qui a opposé, entre guillemets, les pauvres et les riches. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu normal qu'on ait cette vision-là sur les personnes qui ont de l'argent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans les personnes qui ont beaucoup d'argent que j'ai pu rencontrer, c'est que ce sont des personnes qui ont des états d'esprit très, très, très différents de ce que l'on peut rencontrer dans notre entourage commun, je vais dire. Dans les échanges, les discussions, moi, ce que j'ai pu reconnaître, c'est qu'il y a une vraie notion d'apprentissage, d'ouverture. C'est qu'on va vraiment apprendre de l'autre, en fait, de ses expériences. On va vraiment être purement curieux. Bon, bien évidemment, je dis pas que tout le monde est comme ça. Il y a des personnes bien et des personnes pas bien dans tous les milieux, bien évidemment.
Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est vraiment le fait de poser des questions qui sont vraiment intéressantes, où il y a une personne qui ne connaît pas un sujet et qui veut en apprendre plus sur un autre sujet. C'est souvent des conversations qui mènent à l'apprentissage en fait. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est une volonté de grandir à chaque instant et de grandir à travers l'autre, et que ce sont à chaque fois des moments qui sont très enrichissants. Et en fait, j'ai un petit peu cette impression que quand on va rencontrer par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui ne va pas être à 100% parfait, on va se dire « Ah bah tiens, les riches sont tous comme ça ». Je veux dire, nous dans notre entourage, est-ce que tout le monde est parfait ? Est-ce que tout le monde est super sympa ? Est-ce que tout le monde se comporte bien ? Dans tous les milieux, on a des personnes bien, on a des personnes qui sont moins bien. Mais le fait de faire une généralité, de dire « Ah bah lui, il a extorqué de l'argent, lui, il exploite les gens, etc. » Dans tous les cas, vous connaissez peut-être un voisin, je sais pas, quelqu'un que vous détestez, et pourtant c'est pas parce qu'il a de l'argent en fait. Et est-ce que l'on va assimiler le fait qu'un tel vous a mal parlé à la pause café, que c'est parce que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent qu'il est comme ça ? Bah non en fait. Donc c'est sûr que c'est pas facile quand on entend des choses comme ça et que nous, dans notre profond intérieur, on se dit qu'on aimerait bien, voilà, on a des ambitions, on veut faire plein de choses. Moi c'est pas le fait de me dire je veux beaucoup d'argent. Moi, je veux mettre en place mes rêves. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Donc quand on entend des gens dire « Ah bah lui, machin », quand on entend des gens critiquer des autres personnes parce qu'ils ont de l'argent, c'est un petit peu difficile parce que, je sais pas, c'est un petit peu un débat de société, c'est un jugement de valeur, et que si on se met à défendre l'autre personne, on rentre pas forcément dans le moule. Et du coup on en sort. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose de sortir du moule ? Ok, je me suis un petit peu étendue sur celle-là, mais on va passer à la prochaine idée reçue que un travail en CDI, c'est la sécurité. Alors, je peux vous dire que c'est totalement faux. Je peux vous dire que c'est faux. En fait, quand on est en CDI, on peut toujours être viré pour plusieurs raisons. Alors, bien sûr, on a la chance qu'en France, le CDI est quand même très réglementé et que pour virer une personne, il y a quand même certaines démarches à faire. On ne peut pas vous dire du jour au lendemain. En fait, c'est pas comme aux États-Unis. Vous pouvez pas arriver un matin et qu'on vous dise tu prends tes affaires et tu t'en vas. Non, un petit peu plus de respect, s'il vous plaît. Mais dans tous les cas, un travail en CDI, c'est pas la sécurité. Parce que déjà, c'est quoi la sécurité ? La sécurité, c'est de pouvoir se dire, là, pendant 6 mois, si j'ai de l'argent ou pas qui rentre, dans tous les cas, je peux vivre confortablement ma famille et moi. En soi, c'est pas un CDI, du coup, qui nous apporte ça. Qu'est-ce qui nous apporte, du coup, la sécurité ? C'est les économies. Pour moi, la première chose, c'est d'avoir une épargne de sécurité et de précaution. Donc déjà, au minimum, d'avoir 3 mois de revenus de votre foyer sur un compte épargne. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous savez, je pense que l'année 2020 nous l'a bien prouvé. Mais au mieux, si on peut avoir aussi 6 mois de précaution, c'est l'idéal. Parce que si un jour votre boss vous saoule, si un jour, je sais pas, en fait, un exemple. Les personnes qui sont harcelées au travail, pourquoi elles s'en vont pas ? Parce que peut-être qu'elles n'ont rien derrière, parce qu'elles ont peur de l'avenir, parce qu'elles ont peur de manquer d'argent. Et si elles démissionnent, elles n'auront pas de chômage. Donc ça veut dire qu'elles laissent les personnes qui les harcèlent les mettre dans une situation financière compliquée. Donc ça rend le départ très très dur. Dans un autre sens, vous êtes harcelé au travail, mais vous avez 6 mois de revenus dans un compte en banque. Et là, vous allez poser votre démission bien tranquillement et vous savez que vous avez 6 mois pour retrouver un travail. Et que ce n'est pas vos capacités qui sont remises en cause, c'est vous qui remettez en cause leur capacité à vous entourer. La deuxième chose, pour moi, la sécurité, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Quand on a une source de revenus, une seule, et qu'elle s'en va, là, on a les vivres qui sont coupés. C'est comme les entreprises, quand on est en école de commerce, on nous apprend toujours qu'il ne faut pas avoir un seul client. Parce que si on met tous les œufs dans le même panier, le jour où le panier se casse, on n'a plus d'œufs. Si un client décide de partir ailleurs, on n'a plus rien. Alors c'est bien quand ce client nous rapporte beaucoup d'argent, mais le jour où c'est fini, c'est fini. Donc, bien évidemment, il faut faire en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc le salaire, si vous pouvez investir, je sais pas, dans l'immobilier, si vous pouvez investir dans la bourse, etc. Dans tous les cas, on va bientôt voir un petit podcast sur comment augmenter ses revenus et comment gagner plus d'argent avec différentes sources de revenus justement.
Et là, ce qui est bien, c'est que le jour où il y a une source de revenus qui s'en va, vous en avez tout un tas d'autres qui peuvent combler ce qui manque en fait. Le manque sera moins important que si vous n'avez qu'un seul revenu. Ça fait beaucoup de mots revenus, je sais, je suis désolée. Allez, on passe à la 4e idée reçue qui est « l'argent réglera tous mes problèmes ». Vous savez, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on dit à voix haute, mais quand on pense à avoir plus d'argent, on se dit « Ah ouais, là ça sera bien, là je serai bien, là il y aura ça, là je pourrais faire ci, là je pourrais faire ça ». Bon, ça revient toujours au même problème où on n'est jamais dans le présent, où à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, on pense directement à la chose d'après. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a actuellement. Donc déjà, on prend tous un moment pour se satisfaire de ce que l'on possède actuellement. On pratique l'avoir, qui est un concept introduit encore une fois par Su Yun-Lee, et qui consiste juste à sentir pleinement ce que l'on possède, d'être heureux simplement de tout ce que l'on a en fait, parce que quand on sait ce que l'on veut, on a toujours tendance à oublier ce que l'on a. Mais n'oublions pas que ce que l'on a actuellement, c'est ce que l'on voulait il y a de ça quelques années. Et pourtant, on n'est pas autant heureux que ce que l'on pensait. Donc prenons un moment de sentir pleinement toutes ces choses qui nous entourent et que l'on possède actuellement. Ça nous rendra déjà très heureux. C'est juste de s'ancrer dans le présent. Pour cette petite idée reçue, ce qui se passe, c'est que si on n'est pas bien dans notre vie, s'il y a des choses qui vont pas, l'argent ne solutionnera rien du tout. L'argent, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif de vie. L'argent, c'est un outil et si vous l'utilisez pour les mauvaises raisons, même quand vous en aurez beaucoup plus, vous serez tout autant malheureux. Pensez à toutes ces personnes qui ont gagné au loto et qui finissent plus pauvres que jamais, malheureux, avec des addictions. Il y en a même des personnes qui en meurent en fait pour beaucoup de raisons. En fait, déjà d'une part, ils n'ont simplement pas appris à gérer leur argent et que quand on a des millions qui nous tombent dessus, ça doit être un sacré choc. Mais ce qui se passe, c'est que la gestion de leur argent n'avait pas de sens. L'argent amplifie seulement la personne que l'on est. Et si on a un sens à ce que l'on veut mettre en place chaque jour, on sera heureux. S'il n'y a pas de sens, si on dépense pour tout et rien, il n'y a rien qui va se passer. Comment l'argent peut faire notre bonheur ? Comme je vous l'ai dit, en le mettant en place pour atteindre nos rêves. Mais ce que beaucoup de personnes transmettent, notamment Oprah Winfrey, qui dit que il faut servir le monde. Et c'est en voulant servir le monde que l'argent viendra à nous parce que le monde va faire en sorte que l'on ait cette possibilité d'aider les autres. Il y a un adage qui dit en anglais « What you put out is what you get back », qui veut dire c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois, simplement. Donc quand on est prêt à donner sous quelle que soit la forme, quand on est prêt à servir les autres, on va recevoir beaucoup. Et c'est un petit peu le secret de toutes les entreprises qui fonctionnent. Quand on regarde une entreprise, elle est là pour répondre à un problème. Toutes les entreprises qui fonctionnent sont basées sur un problème et elles y apportent une solution. Et quand on a le problème et que l'entreprise a la solution, ça fonctionne. Regardez tous les salons de coiffure. Bon, là, on va parler hors contexte Covid. Tous les salons de coiffure, toutes les esthéticiennes, toutes les filles qui font des ongles et tout, elles répondent à un problème qui est récurrent, qui arrive tous les mois en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Amazon, pendant le Covid, du coup, parlons du Covid, le gros problème, c'est que les gens avaient besoin de se fournir en un tas de choses et qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc Amazon... Leur service, en fait, Amazon, c'est pas forcément des produits. Amazon, c'est un service de logistique. Eux, ils ont apporté la logistique aux gens. Eux, ils ont apporté ce que les gens avaient besoin chez eux devant leur porte. Toutes les entreprises répondent à un besoin concret. Nous, si on veut aider les autres, répondons à un besoin concret et le monde nous le rendra. Et dans tous les cas, on aura l'argent pour mettre en place ces choses-là. Bon, alors là, je me rends compte que j'ai développé, je me souviens même plus l'idée de base, parce que je pars en freestyle, les gars. Je vous le dis, j'ai un script, mais souvent, je pars en freestyle. Ok, 5e idée reçue, c'est que pour investir, il faut déjà avoir de l'argent. Donc que ce soit pour les investissements matériels ou les investissements dans la bourse, il faut avoir de l'argent à perdre, il faut en avoir beaucoup à perdre, et que la bourse, c'est pour nous faire perdre de l'argent, que c'est trop risqué, etc. Alors, c'est un domaine que j'ai commencé à expérimenter depuis peu, sur lequel je me renseigne énormément. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que moi-même, j'avais beaucoup d'idées reçues là-dessus. Je me disais, non, c'est peut-être pas pour moi, etc., tout ça. Mais quand on écoute Suze Orman, Sally Kravchuk, je vous mettrai leurs noms dans la description, elles sont très très intéressantes à ce niveau-là. On peut investir à n'importe quel moment de notre vie, qu'on ait peu d'argent ou qu'on en ait beaucoup. Suze Orman a dit, si on avait investi notre argent il y a de ça 15 ans, et qu'on l'aurait laissé
sans le toucher pendant 15 ans, il y aurait 99% de chances d'avoir un retour positif. Et ça, qu'on ait mis 5, 10, 100, 1000, 2000 euros ou 100 000 euros, ça aurait été la même chose. Et en soi, investir, donc ce qu'elle dit et ce qu'elles disent, parce qu'elles sont plusieurs à en parler, c'est que ce n'est pas aussi risqué que ce que l'on aime bien nous dire. Et que c'est plutôt, au contraire, incroyablement profitable. On peut investir petit à petit et ça grandira au fur et à mesure. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Attention, il faut bien avoir constitué son épargne sécurité avant d'investir. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Suzerman, c'est qu'elle nous montre que c'est toujours bien d'investir, quelle que soit la période. Et elle nous montre toutes les périodes par lesquelles le monde est passé cette dernière centaine d'années, qui n'a pas été de tout repos quand même, et que dans tous les cas, votre argent aurait été profitable. Donc restez connectés, l'année 2021 va être très intéressante à ce niveau-là chez Madame Fauché. Ensuite, prochaine idée reçue, qui est la 7e, qui dit que pour créer une entreprise, il faut déjà avoir de l'argent. Donc en fait, quand on est jeune, quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on entend ça, moi c'est des choses que j'ai entendues. En fait, en soi, quand j'ai voulu entreprendre, je me suis dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? J'aurais aimé vouloir faire ça quand j'étais en train de faire mes études dans une école de commerce parce que le bénéfice aurait pu être incroyable. Sauf que j'ai ouvert les yeux sur le sujet quelques années après, 2 années après d'ailleurs, parce que on m'avait souvent dit que ceux qui créaient des entreprises, c'est ceux qui avaient beaucoup d'argent, en fait. Sauf que non. On peut créer une entreprise, mais différemment. Déjà, première chose, on peut se faire financer par le crowdfunding. Il y a beaucoup de manières de financement. Il y a aussi le prêt. On peut se faire prêter de l'argent par la banque pour créer notre entreprise. On peut avoir des actionnaires, des investisseurs qui mettent de l'argent dans ce que l'on veut créer. Mais il y a aussi la création à partir de zéro. Voilà, ça je vous en parle pour les personnes qui veulent entreprendre. Bien sûr, tout le monde ne veut pas entreprendre et c'est ok. Mais on peut commencer avec peu d'argent, déjà faire nos objectifs, essayer de créer un petit peu l'univers. Il y a beaucoup de choses à faire au départ qui ne vous coûteront pas d'argent. Vous prenez juste un peu de temps personnel et vous commencez à le faire. Après aussi, votre épargne, elle peut servir à ça. Pour vos grands projets, ça peut être un projet qui est important pour vous et pour lequel vous voulez débloquer votre argent. Donc on commence petit à petit, on teste, on améliore, on évolue. Et c'est comme ça qu'on peut créer une entreprise à partir de rien du tout. Ensuite, prochaine idée reçue qui est que l'on ne gagne pas assez pour mettre de côté. Alors, justement, encore plus si vous ne gagnez pas assez, c'est une raison de plus pour mettre de côté. C'est super important. On peut toujours mettre un petit peu de côté. L'objectif, surtout quand vous avez très peu d'argent, c'est de revoir les dépenses et de voir ce que vous pouvez enlever peut-être, bien sûr, tout ce qui n'est pas essentiel, pour pouvoir le mettre de côté. Parce que le jour où vous avez un problème, encore plus si vous en gagnez peu, c'est que vous ne pourrez pas financer ce problème-là. Donc vous voulez vous enlever ce stress de l'argent en mettant un petit peu de côté. Donc vous choisissez un pourcentage. Moi ce que je dis toujours c'est prendre 10% de vos revenus pour les mettre dans une épargne à part où vous allez financer vos grands projets, des voyages, du matériel qui vous fait plaisir, etc. Et 20% pour l'épargne sécurité, donc pour tous les problèmes qui peuvent vous arriver. Alors, si vous pouvez mettre en place ça, ou vous prenez 30% du coup au total pour votre épargne, faites-le. Si vous ne pouvez pas, parce que du coup, ces pourcentages-là, ça va empiéter sur vos dépenses journalières qui sont essentielles. Prenez déjà ce que vous pouvez et mettez-le sur un livret épargne. Que ça soit 5, 10, 15, 50 euros par mois, mettez-le de côté. Vous en serez très heureux quand vous verrez que votre épargne commence à augmenter, même petit à petit. Et voilà, la chose qui est la plus importante, tous les spécialistes financiers vous le disent au début. Il faut vivre en dessous de ses moyens. Après, quand vous commencez à avoir une bonne épargne de sécurité déjà, ce qui est intéressant aussi et ce qu'il faut faire, parce qu'on va pas rester toute notre vie en mode je dépense que ce que je peux. Si on veut gagner de l'argent, c'est aussi pour pouvoir se faire plaisir, être bien, être à l'aise, ne pas toujours être dans le fait de se restreindre. Il va falloir trouver comment augmenter ses revenus. Et ça, c'est la meilleure partie. Les personnes les plus riches, les millionnaires, les milliardaires, je ne pense pas qu'à maintenant, elles regardent comment dépenser le moins possible. Elles, ce qu'elles regardent, c'est qu'est-ce qu'elles veulent et comment faire en sorte d'augmenter leurs revenus pour pouvoir se l'acheter. Les personnes riches trouvent toujours la solution pour gagner plus d'argent, pour étendre leurs moyens. Augmentons notre bulle pour pouvoir rentrer plus de choses plus tard, quand on aura déjà
notre sécurité, quand on aura déjà la sécurité financière. Mais voilà, justement, on ne peut pas dire qu'on ne gagne pas assez d'argent pour mettre de côté. Il faut vraiment essayer de faire un tout petit effort avec, même si vous pouvez mettre 1 ou 2 euros, si vous êtes vraiment short, mettez un petit peu de côté. Faites-le, vous verrez que vous serez beaucoup mieux avec l'argent. Alors, 8e idée reçue qui est l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, pour moi, c'est vrai et c'est faux. Beaucoup d'études disent qu'il y a quand même un lien entre argent et bonheur. Donc, ils disent que oui, l'argent fait le bonheur, mais ça nous apprend aussi que le bonheur n'augmente pas proportionnellement aux revenus. C'est-à-dire qu'il y a un stade de revenus auquel le bonheur n'augmente plus. Et quand on regarde, en fait, les 10 pays avec le plus haut revenu net par habitant, la France en fait partie, mais par contre, elle ne fait pas partie des listes des 10 pays où les gens sont les plus heureux. Et j'en reviens du coup à ce que je disais tout à l'heure, l'argent c'est pas le but c'est d'être heureux et de mettre en place ses projets, ses rêves, etc., d'avoir une vie qui a du sens. Pour vous donner une petite idée, dans le World Happiness Report, qui a été fait par la Sustainable Development Solution Network, la France est 29e, avec une moyenne de 6,5 sur 10. Et en fait, pour analyser ça, sur ce rapport, ils ont regardé le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la générosité, la liberté ressentie des choix de vie et la confiance. Pourquoi j'ai mis cette idée reçue-là dans ce podcast ? Parce que, en fait, cette phrase-là, elle me gêne dans le sens où, en fait, on réfute le fait que avoir de l'argent, c'est bien. On se met à nous-mêmes des limites en se disant « de toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur, donc je veux pas d'argent dans ma vie ». Vous voyez, et ça envoie pas des bonnes choses déjà, et à nous-mêmes, on se dit « ah bah non, l'argent, ce n'est pas bien, donc je ne veux pas en gagner ». Donc, et vous voyez un petit peu l'effet boule de neige que ça peut avoir sur notre vie et notre santé financière. Ok, 9e idée reçue qui est l'argent c'est sale. Et je voulais vous parler justement pour vous le contrer tout de suite parce que je pense qu'avec tout ce que je viens de vous dire, vous savez très bien du coup que l'argent n'est pas sale. Je voulais juste vous parler du coup de cet adage qui dit l'argent n'a pas d'odeur par rapport à ça. Parce que cette phrase-là, elle vient du fait qu'on pouvait dire que l'argent c'était un petit peu sale. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette phrase vient de l'époque de l'empereur Vespasien. Je ne sais pas si j'ai bien dit le nom, mais je pense que vous me pardonnerez. Il a régné sur Rome de 69 à 79 après Jésus-Christ, donc c'était il y a quand même un petit moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les caisses de l'Empire étaient complètement vides à cause d'une certaine personne qui s'appelle Néron. Et ce qui s'est passé, c'est que Vespasien a institué des taxes sur diverses choses pour pouvoir renflouer le trésor de l'État. Et il y avait une taxe qui a été un petit peu décriée, qui a été un petit peu moquée, c'était celle sur les urines. Et les urines, elles étaient collectées pour servir aux teinturiers pour dégraisser les peaux. Les peaux de bêtes pour pouvoir faire des vêtements ou des trucs comme ça. Vous aimez parler d'histoire avec moi, c'est mort de rire. Bref. Et en fait, c'était une taxe qu'on payait tous les 4 ans, que les chefs de famille payaient, en fonction du nombre de personnes et d'animaux qu'il y avait dans le foyer. Cette taxe a été quand même assez moquée, parce qu'on disait qu'on faisait de l'argent avec, du coup, des urines. Et le fils de Vespasien, Titus, s'en est moqué d'autant plus. Il lui a fait la remarque et l'empereur lui a mis du coup une pièce de monnaie sous le nez. Et lui a dit « Est-ce que pour toi ça sent l'urine ? Est-ce que ça sent ?» Et son fils lui a dit « Non, c'est juste de l'argent. » Et il lui a dit « L'argent, mon fils, n'a pas d'odeur. » Voilà, qu'on gagne de l'argent avec de l'urine ou avec autre chose de plus glamour, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent ce n'est pas sale, s'il est gagné de façon méritée, bien évidemment. Voilà, c'était le petit moment culture. Est-ce que vous avez aimé ? Bon, du coup, on arrive à la 10e et dernière idée reçue qui est « Ah là là, si je gagnais au loto, je pourrais faire tellement de choses. » You know, vous savez, avec tout ce qu'on vient de dire, que c'est peut-être pas la meilleure chose à dire. Si je vous parle un petit peu du loto, en 2018, la Française des Jeux a comptabilisé 25 millions de joueurs pour des mises totales qui ont dépassé les 15,8 milliards d'euros. Ça pourrait combler une sacrée part de la dette de l'État. Et quand on regarde les chances qu'on a de gagner au loto,
On a une chance sur 19 068 480 de remporter le gros lot. Depuis 1976, il y a seulement 16 000 personnes qui ont trouvé les 6 bons numéros du loto. Et on est actuellement 66 millions de personnes en France. Donc vous vous rendez compte que la chance est très 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 fine. Alors pour moi, miser ses espoirs sur des probabilités si fines revient à perdre de l'argent et du coup du temps. Pour moi, il est beaucoup plus intéressant de mettre mes efforts sur d'autres choses qui ont une bien meilleure probabilité que ça arrive. Et je voulais juste faire un petit focus sur le niveau de bonheur du coup des personnes qui gagnent le loto. En vrai, je suis désolée, mais je n'envie pas trop ces personnes-là parce que ça a l'air un petit peu compliqué. Quand on compare le niveau de bonheur entre les gens normaux et les personnes qui ont remporté au maximum 1 an et demi avant entre 50 000 et 1 million de dollars à la loterie, en fait, les gagnants ne se déclarent pas plus heureux que les autres et en plus, ils avaient beaucoup plus de problèmes à pouvoir apprécier les petits bonheurs du quotidien. Donc, si vous jouez au loto, mon petit conseil, prenez cet argent-là, la somme que vous utilisez pour le loto, et vous le mettez sur un compte épargne où vous l'investissez. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis de l'investir ? On peut dire l'investissement c'est risqué, mais en soi le loto c'est risqué. Vous donnez de l'argent, vous savez très bien qu'il y a très 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 peu de chances que vous gagnez. Bon, de temps en temps on gagne quelques euros, mais là c'est de l'argent clairement, et personne ne peut nier qu'on est prêt à perdre. L'argent qu'on donne pour le loto, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre, ça c'est sûr et certain. Donc, dans ce sens-là, si on est prêt à le perdre, on peut être prêt à l'investir en bourse. Pourquoi pas ? Et peut-être, et sûrement, je pense que les résultats seront beaucoup plus intéressants. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'ai bien aimé le faire parce qu'il était assez cool, comparé au podcast d'hier sur les impôts d'ailleurs. Est-ce qu'il vous a plu ? Hier, le podcast justement juste avant, on a discuté de comment réduire ses impôts. Donc j'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Je suis ravie d'avoir parlé avec vous de ces idées reçues. En fait, ça m'a donné l'idée quand en fait je les entendais et je me disais mais il faut que j'en parle en fait, parce que peut-être que c'est pas forcément les personnes qui écoutent le podcast qui ont ces idées reçues là, mais juste si ce n'est pas vous, vous pourrez vous sentir moins seul parce que toutes ces idées reçues là, ce sont des idées que j'entends moi aussi. Donc vous, si vous les entendez autour de vous et qu'à chaque fois vous avez envie de crier non, c'est pas vrai, je vous comprends, et peut-être que du coup ça vous a donné quelques arguments pour pouvoir les contrer. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'était un grand plaisir dans ce calendrier de l'Avent. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre une note sur Apple Podcast ou à mettre un petit commentaire. Sinon, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aller aussi m'écouter sur YouTube parce que j'y suis depuis peu. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir ma tête en story. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao!